Alors bonjour et bienvenue dans ce 25e épisode de Divergence sur GPTV. Eh bien aujourd'hui, on va dans cet épisode de Divergence vous parler du RN qui laisse la voie ouverte à Richard Ferrand dans cette nomination au Conseil constitutionnel. On va vous parler de Bayrou et du scandale de Betaram. Et puis enfin, on va vous parler de Trump qui abandonne Zelensky en race campagne. Tout de suite, générique. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? J'espère que le gâteau était bon. Win the yes, need the no to win. Again the no. Je suis le bruit et la fureur. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Jeanne, au secours! Au revoir. Bonjour messieurs, Nicolas Mirkovic, Xavier Moreau, bonjour, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, pas mal du tout. Eh bien, parfait, parce que ça a été une semaine extrêmement chargée en actualité. Alors là, pour le coup, c'est le cas de dire, l'actualité a été ultra dense cette semaine, que ce soit à l'international ou même, pour une fois, au national. Alors, on va commencer avec ce premier thème, le RN, donc qui, entre guillemets, vote Richard Ferrand, en tout cas qui s'abstient de voter, plus concrètement. Donc, vous l'avez vu, Richard Ferrand a été nommé donc président du Conseil constitutionnel pour les 9 prochaines années, messieurs. Ça va être long. Richard Ferrand le doit en partie notamment au Rassemblement national qui s'est abstenu de voter sur cette question. Alors qu'il fallait 60% des votes de l'Assemblée et que même le PS et le LR avaient fait leur travail d'opposition en rejetant cette proposition. Le Rassemblement national, par son abstention, a finalement permis au candidat d'être officialisé pour un vote près. Alors, le meilleur ami de Macron, qui est déjà mêlé à de nombreuses affaires, prend donc le pouvoir, lui qui s'est notamment précisé ou qui a indiqué être favorable éventuellement à un troisième mandat d'Emmanuel Macron. Xavier, tu as été dithyrambique sur les réseaux sociaux cette semaine sur le RN et sur Macron. Je pense que tu es chaud. La parole est à toi. Oui, j'attendais pas grand-chose du RN, hein, pour être honnête, mais là, ça a dépassé mes espérances. Et en fait, oui, pour moi, il y a eu un deal. D'ailleurs, c'est ce que pense quelqu'un que j'aime bien chez les LR, et j'en aime pas beaucoup, hein, comme tu le sais. C'est Olivier Merlex, qui est un député et qui s'est fait connaître en s'attaquant, lui, en osant s'attaquer à la macronerie, notamment dans le cadre de l'affaire Alstom. C'est lui qui a utilisé le terme de pacte de corruption. Et donc, en fait, lui a dit clairement qu'il pensait qu'il y avait un deal entre Marine Le Pen, qui, on le sait, a des gros problèmes avec la justice pour son activité au sein du Parlement européen. Et donc, je pense qu'elle a dealé. C'est extrêmement grave parce que Ferrand, comme tu l'as dit, c'est un très proche de Macron. En fait, Macron s'est entouré des traîtres du PS ou des LR. Hein. Darmanin et Le Maire ont été nommés ministres parce qu'ils avaient trahi les LR, et Ferrand a été immédiatement promu, il était président du Parlement parce qu'il avait trahi le PS. Immédiatement, il a quitté le PS de Hollande pour rejoindre le PS de Macron. Et donc, ce qui est grave, c'est que c'est un type de gauche fanatique. Et donc, il va continuer l'œuvre de Fabius, qui consistait à empêcher toute décision qui puisse limiter l'immigration de masse. C'est ce qu'avait fait Fabius, on s'en souvient, puisqu'ils avaient invoqué le principe d'égalité, puisque les principes de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Ils avaient invoqué le principe d'égalité pour qu'un passeur de clandestins soit gracié. Donc, c'est une décision extrêmement grave. Ça prouve que finalement, même sur l'immigration, en fait, le Front National, enfin le Rassemblement National, peut sacrifier l'intérêt de la France. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça fait passer finalement les LR à droite du Rassemblement National. Donc aujourd'hui, dans l'échiquier, alors
c'est toujours des nuances de gauche, encore une fois. Mais cela dit, là, quand on regarde, on a clairement Marine Le Pen qui se trouve entre Emmanuel Macron et les LR. Et aujourd'hui, le parti de droite, c'est les LR, même si le faux dur Retailleau est encore ministre d'Emmanuel Macron. Ou les Patriotes, qui sont visiblement par la voix de leur président Florian Philippot, qui sont les seuls je parle des partis représentés au Parlement. J'aime beaucoup ce que font Asselineau et Philippot, mais malheureusement, ils n'ont pas encore la taille critique pour pouvoir réellement influer. Il faut être représenté et de manière significative au Parlement. Nicolas Mirkovic, il y a quand même des inquiétudes qui peuvent s'opérer, notamment dans les prises de position de Ferrand, de remettre en cause la question d'un éventuel troisième mandat. Ça peut être quand même assez inquiétant d'avoir Richard Ferrand à la tête de ce Conseil constitutionnel. On avait Laurent Fabius avant, donc du coup, je pense qu'on est dans la continuité. On est dans cette république de magouille. Et après, je ne comprends pas, on ne peut pas comprendre que les politiciens, eux, se demandent pourquoi il n'y a plus personne qui va voter, pourquoi les personnes ne croient plus dans le système politique quand on voit que Emmanuel Macron nomme Ferrand, qui a été quand même englué dans cette histoire de mutuelle de Bretagne, où il y a eu prescription sur une affaire quand même de corruption. Et on nomme cette personne-là, qui peut être innocente, imaginons, enfin bref, à la tête de cette institution, dont le but est de vérifier à ce que la Constitution soit protégée, soit respectée, que nos lois soient conformes à la Constitution. Et on arrive dans cette république de copains, de magouilles, on place des personnes, pas forcément pour leurs compétences, mais pour leur proximité du pouvoir. Et je rappelle que justement, cette Constitution française de la Ve République a comme souverain le peuple français. Et on se demande où est le peuple français là-dedans. On voit que les partis politiques censés représenter le peuple français prennent des décisions, soit pour placer leurs amis, soit pour laisser l'opposition, et ça c'est un peu surprenant quand même de la part du RN, quel était l'objectif de laisser passer, de s'abstenir et de laisser Ferrand être nommé. On se dit qu'il y a forcément une tractation parce que normalement Richard Ferrand n'est pas du tout sur la même ligne politique que le RN. Pourquoi est-ce que le RN avait l'opportunité de faire barrage à cette nomination, le fait pas? Quelle est la tractation? Quelle est la discussion derrière? Quelle est la vision long terme? On la voit pas, elle n'est pas clairement édictée. Et donc de nouveau on rentre dans cette réaction qui, je pense, est normale. C'est à quoi joue-t-il? À quoi jouent nos hommes politiques? La France est sans dessus-dessous. La situation est extrêmement mauvaise. Et Emmanuel Macron, qui ne possède pas d'une majorité à l'Assemblée nationale, parvient quand même à mettre en place une partie de sa politique, ce qui n'était pas le choix des Français. Les Français n'ont clairement pas montré lors des dernières élections législatives. Et pourtant, il y arrive. Qu'est-ce qui se passe en coulisses pour qu'il puisse y arriver? Et quels sont les deals à moyen, court, long terme entre les partis? Ça, c'est un peu inquiétant et ça donne une très mauvaise image de la République française, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Ça rappelle en fait beaucoup la Troisième République, hein, quand tu regardais comment se passaient les élections. En fait, les candidats à la députation étaient à l'intérieur de partis. Et une fois qu'ils étaient élus, en fait, ça magouillait pour créer d'autres groupes à l'intérieur du Parlement français. C'est-à-dire qu'en fait, ces partis se ressemblent tellement que les gens ne vont même plus savoir pour qui ils vont voter. Ils ne savent plus pour qui ils vont voter, puisque finalement, l'un peut se retrouver à côté de l'autre. Et donc, tu vas faire un vote sanction contre Macron en votant, par exemple, pour le Rassemblement national, et tu te perçois que finalement, le Rassemblement national soutient Emmanuel Macron. Donc, je pense que Nicolas a parfaitement décrit la situation. Ce qui est plus grave encore, à mon avis, pour parler et pour rebondir sur ce que dit Nicolas, c'est que effectivement, s'il y a quelque chose que j'aime bien du point de vue, en tout cas, du principe dans la République, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, en principe, tous ces juges, leur pouvoir devrait être soumis au peuple. Je suis pour la séparation des pouvoirs, je suis au principe de Montesquieu, ça, c'est pas un problème, mais dans ce cas, le pouvoir des juges doit être soumis au peuple. Or, il ne l'est pas. Il est soumis aux caprices du prince. Et ça, c'est tout à fait inadmissible. Et ça pourrait remettre en cause, notamment, le pouvoir du peuple de se prononcer par référendum. C'est d'ailleurs ce que souligne de manière très, très intéressante Guillaume Bernard, je crois que c'est dans Valeurs Actuelles, qui a fait un article en disant, mais est-ce
finalement, le but, c'est de ne pas interdire en fait cet accès direct au pouvoir par le peuple du référendum. Et on se souvient, je crois que c'était Laurent Fabius d'ailleurs, qui avait dit qu'il ne pourrait pas y avoir de référendum sur l'immigration. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sorti complètement du principe de la souveraineté populaire. Et c'est pour ça que moi je suis pour le passage de 1789, c'était la République bourgeoise. Il est temps de passer à une République populaire où en fait de rendre le pouvoir au peuple. Et ce qu'on voit en fait, c'est la confiscation par la gauche bourgeoise du pouvoir à son profit unique. Et le rêve de tous les partis finalement, c'est d'appartenir à cette gauche bourgeoise. Et là, le RN est arrivé, a accompli sa mue, dirons-nous. Alors, tu me fais une transition magistrale, ceci étant, qui n'était même pas préparée. Je vais vous poser la question très clairement. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux toutes les réactions des gens, du grand public, pas des politiciens, qui votent RN et qui sont extrêmement déçus. Est-ce que c'est à fracture ou le coup de poignard de trop? Est-ce que c'est une fracture pour l'électorat du RN? Est-ce que finalement, la véritable question, c'est est-ce qu'il faut continuer à voter RN en imaginant un changement, ou est-ce qu'il faut se tourner éventuellement vers d'autres personnalités ou d'autres groupes politiques qui ont peut-être effectivement moins aujourd'hui de représentation, mais qui pourraient à l'avenir grossir et garder un petit peu le respect de leurs engagements? Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, je pense qu'on va faire même un truc super bien. On va lancer un sondage sur le Telegram de Divergence Politique, et on va poser la question d'ailleurs aux adhérents, pas aux adhérents, aux followers, pardon, de l'émission, pour leur demander: est-ce que vous voulez continuer à soutenir le RN? Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à soutenir le RN? Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez, Xavier? Moi, je pense que ça ouvre une voie pour les Républicains. Ça me rappelle un peu ce qu'on avait connu en 2007 avec l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, c'est-à-dire qu'à l'époque, Jean-Marie Le Pen avait voulu un peu se jauniser. On se souvient de la campagne d'affichage, il y avait une beurette en jean avec un string qui dépassait, si je me souviens bien. Et je me souviens, on lui avait demandé, mais il y a des gens qui votaient pour vous, assez conservateurs. Et sa réponse, ça avait été de dire, sinon, ils vont voter pour qui? Et en fait, ils ont voté Sarkozy, les gens, en 2007, parce que le discours de Sarkozy était finalement plus radical que celui de Jean-Marie Le Pen à cette époque. Donc l'élection de 2007 avait été une erreur, avait été un échec pour Jean-Marie Le Pen. Et si jamais il y a un candidat crédible du côté des LR, cette affaire pourrait nuire clairement au RN. Et sachant qu'en plus, la question aussi se pose, c'est quel était le deal? Et c'est vrai que Marine Le Pen risquait l'inéligibilité, et en fait, elle a tout simplement sauvé, je ne vais pas être vulgaire, elle a sauvé sa position. Mais ça peut lui coûter cher, et puis on ne peut pas exclure non plus l'arrivée d'un candidat, je dirais, comme Dominique de Villepin, qui soit hors des partis, avec une image qui plaise à la fois à la droite, côté, je parle de la population française à la droite, parce que c'est le dernier acte de gaullisme dans la politique française en 2003 de ne pas participer à la guerre à la guerre impérialiste contre l'Irak. Et en même temps, il plaît à la gauche parce qu'il a une position très ferme sur Gaza. Donc ça ouvre, je pense que ça ouvre pas mal d'opportunités pour des personnes, des candidats autres que le Rassemblement national. Et pour l'instant, dans l'immédiat, je verrais bien, par exemple, un Retailleau en profiter. En plus, bon, après, ses résultats pour l'instant au ministère de l'Intérieur sont pas brillants, mais globalement, le fait d'être au ministère de l'Intérieur, ça permet d'avoir une certaine aura de dureté, donc ce qui va plaire dans ces moments difficiles à la population française. Oui, et sa com grand public est bonne. Nicolas, faut-il encore faire confiance et suivre et soutenir et voter pour le RN? Si on est militant, je fais une réponse je prends un peu de recul sur le sujet. Que fait le RN? Le RN cherche clairement la respectabilité. Donc, et ça, c'est la stratégie de Marine Le Pen qui, dans les urnes, réussit. Parce qu'aujourd'hui, clairement, le RN a des élus, a beaucoup de personnes à l'Assemblée nationale. Et je pense que la stratégie derrière l'affaire Ferrand, c'est de séduire une partie de l'électorat pour montrer que le RN est un parti de gouvernement, que les colibés qu'on pouvait leur envoyer, leur adresser il y a quelques années sur l'extrémisme, sur tout ça, c'est terminé. Et je crois notamment que Marine Le Pen essaie de séduire ceux qui vont voter.
C'est-à-dire qu'elle va viser là, avec ce type d'action, les vieux qui votent majoritairement, qui ont voté majoritairement pour Macron, hein, qui a été élu par les vieux, et que je pense qu'elle s'en fiche un peu de ne pas avoir les abstentionnistes. Elle va chercher ceux qui vont aller voter. Et c'est sa stratégie. Le problème, c'est que plus on met de l'eau dans son vin, plus on essaie de gagner dans la respectabilité. Quelle est la garantie pour les électeurs et pour le reste de la population que le programme sera mis en place? C'est qu'au bout d'un moment, si on commence en effet à se fondre dans ce parti bourgeois, comme le disait Xavier il y a quelques instants, qui est-ce qui garantit que le parti ne va pas se comporter comme les autres? Parce qu'au bout d'un moment, quelle est la finalité? Est-ce que c'est de mettre en place un programme? Pour mettre en place ce programme, il faut être élu, mais si pour être élu, on fait énormément de concessions et qu'on en a fait tellement qu'à la fin, on est soit compromis, soit qu'on est tellement grisé par le pouvoir qu'on le garde, et n'oublions pas que c'est ce que font tous les partis depuis ces dernières années, eh bien, quelle est la garantie? Et ça fait peur. Et je pense que ces derniers choix politiques, qui sont des choix politiciens, donc dans l'intérêt du parti, et qui peuvent se justifier, il doit y avoir une stratégie de conquête du pouvoir, ça on peut le comprendre, mais au bout d'un moment, on est un peu inquiet sur la ligne que va défendre, ou que pourrait défendre le RN une fois mis en place, et qu'est-ce qui va rester du programme. Donc, si on met trop d'eau dans son vin, il n'y a plus de vin. Donc, je pense que c'est ça le sujet sur lequel le RN doit faire ses preuves, et pas juste garantir des paroles. C'est des actes concrètement. Là, il y a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Quelles sont les lois qui sont votées, qui vont dans l'intérêt du peuple français? C'est ça ce qu'il faut regarder pour savoir s'il faut voter pour le RN ou pas. Absolument. Eh bien, on en finit en tout cas avec ce premier thème. Je vous rappelle, allez voter. Le sondage est en ligne sur le Telegram de Divergence Politique. Donc, dans la barre de recherche Telegram, vous mettez Divergence Politique, vous arrivez sur notre canal, et puis vous verrez le sondage. Et puis, promis, dans l'épisode 26, on dira très clairement les résultats de ce vote. En attendant, petite transition, et on se rejoint pour le thème numéro 2. Allez, avant ce thème numéro 2, consacré donc au peut-être éventuel scandale d'État Bayrou-Betaram, je rappelle que vous devez, s'il vous plaît, soutenir et suivre GPTV, alors que ce soit sur la chaîne YouTube, bien entendu, que ce soit sur le Twitter, ou en allant, notamment si vous voulez, vous abonner au magazine de GPTV, Géopolitique Profonde, sur le site géopolitique-profonde.com. C'est noté juste au-dessus de moi, donc vous n'avez pas d'excuses pour pas trouver le bon chemin. Voilà. Revenons à l'actualité de la semaine. Alors, va-t-on vers un scandale d'État, messieurs? L'affaire est triste et assez sordide, pour tout dire. Plus de 114 plaintes pour violence et violences sexuelles contre du personnel enseignant du lycée privé, donc de Betaram, ont été déposées ces derniers temps. L'Assemblée nationale a interrogé notamment le Premier ministre, qui était pendant une partie de la période qui est concernée, pas toute la partie, mais une partie de cette période, qui était ministre d'éducation, tout de même, et qui, au demeurant, était le président en charge du conseil départemental qui est concerné par la zone géographique de Betaram, de l'école Betaram. Donc, ce dernier, François Bayrou, a indiqué par 3 fois n'être informé absolument de rien, alors que des personnalités qui sont liées au dossier, notamment, je pense au policier qui a réalisé l'enquête sur le dossier, lui contredit tout à fait cet élément. Enfin, dans une dernière intervention à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a indiqué effectivement que le juge en charge du dossier était en fait son voisin et qu'il pouvait en avoir discuté avec lui accessoirement durant la période concernée, mais sans rentrer dans les détails, et puisque le juge était tenu, bien entendu, au secret professionnel. Nicolas Mirkovic, au-delà du côté sordide et de la tristesse de l'affaire, est-ce qu'on est devant un scandale d'État? Je n'irai pas jusqu'à employer le terme scandale d'État. C'est pas parce qu'il était au courant et qu'il ment aujourd'hui que ça en devient un scandale d'État. En revanche, ça montre une fois de plus ce niveau extrêmement bas de notre classe politique. Il paraît en effet difficile à croire que Bayrou n'ait pas été au courant de cette histoire, vu son implication dans la région, vu les postes qu'il tenait à l'époque. Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi cacher? Bien sûr que ce type de personnes ont des agendas extrêmement chargés, mais ce genre de scandale, je pense qu'on a du mal à croire qu'on ne les retienne pas. Il faut le dire. Et on est encore dans cette république de menteurs, de personnalités politiques. Alors,
c'est quand même, on est très très loin du philosophe roi comme le voulait Platon. On n'a pas vraiment des personnes qui représentent la sagesse, qui prennent du recul, qui savent prendre des décisions. Je reviens à la Constitution, dans l'intérêt du peuple français. On pourrait faire des tomes et des tomes et des tomes de livres sur les mensonges de la classe politique française. Et je pense que ce déni de Bayrou n'est pas un scandale d'État. C'est grave. C'est juste grave de mentir. Je vous rappelle que Simone Veil, dans l'enracinement, propose des mesures qui pourraient paraître choquantes aujourd'hui sur les journalistes qui mentent, et on devrait, et je pense que c'est intéressant, on devrait relire l'enracinement de Simone Veil, mais on pourrait appliquer la même règle aux politiques, qu'ils arrêtent de mentir. Il était au courant, ça ne veut pas dire qu'il est responsable, mais au moins il savait ce qui se passait là-bas, pourquoi le nier. Et je dis attention aussi au contre-feu de cette histoire, au moment où le gouvernement et Bayrou essayent de couper les budgets, de réduire les coûts dans l'éducation nationale. Donc ça aussi, pendant qu'on est en train de parler de Betaram, on n'est pas en train de parler de ce qui se passe dans le reste de la société. Donc nous ne nous faisons pas trop avoir par cette histoire. C'est pour ça que je dis, je nie pas la gravité, c'est dans le passé. Ça, on ne peut pas revenir dessus. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire maintenant pour ces pauvres enfants. Mais attention de ne pas détourner notre regard de ce qui est en train de se passer, de ce que le gouvernement essaie de faire ailleurs, dans les coupes de budget qui nous concernent nous tous. Quand on aura moins de professeurs, ou quand on aura tant qu'on aura une éducation nationale qui produit des cancres, eh bien, ça nous fera une belle jambe de savoir si Bayrou était au courant ou non de cette histoire. Xavier Moreau, pour finir sur ce sujet, bien entendu, personne ne dit qu'il en est responsable, mais qu'il en soit informé, ça paraît une évidence. Moi, je suis même pas sûr qu'il en était informé, en fait. Je pense qu'il s'en moque. Ça l'intéresse pas. Encore une fois, en France, ministre, c'est un titre honorifique. Ça ne veut pas dire que vous allez travailler. Je compare notamment le niveau des ministres en Russie avec le niveau des ministres français. À la tête du ministère des Finances, il y a un financier. À la tête de l'armée, il y a quelqu'un, pas forcément un militaire, d'ailleurs, c'est pas forcément une bonne chose d'avoir un militaire, mais quelqu'un de compétent dans le domaine. Par exemple, aujourd'hui, c'est le cas du complexe militaire-industriel qui est capable d'organiser la production industrielle. À la tête du ministère de l'Agriculture, il y a quelqu'un qui se connaît en agriculture. On n'a pas un Bruno Le Maire qui peut passer de l'agriculture à la finance et ensuite, je ne sais pas, dans les dom-toms, comme ça a été. Voilà. Donc, je pense que le but de cette classe politique, c'est d'être ministre pour être ministre. Il était nommé à l'éducation, il aurait très bien pu être mis à l'agriculture, Bayrou. Et donc, une fois en place, ils font du gras. Pardon, je vais d'être familier, mais en gros, pour moi, c'est pour ça que celui qui incarne le mieux la République bourgeoise, c'est Gérard Larcher. C'est les langoustes aux frais du contribuable. Et je pense moi, je crois honnêtement, sincèrement, qu'il n'était pas au courant. On a dû peut-être lui en parler un moment, mais il y avait autre chose à faire. Il fallait comme disait le général de Gaulle pendant l'occupation sur la bourgeoisie, l'important c'était de dîner en ville. Et leur obsession, c'est ça, c'est jouir des bienfaits de la République et de l'argent du contribuable. Donc, je pense qu'il n'était même pas au courant. Je pense qu'il est honnête. Je pense qu'il n'en avait rien à faire. Pas plus qu'aujourd'hui, il en a quelque chose à faire du sort de la France et que finalement, ce n'est pas lui qui décide. C'est cette couche de hauts fonctionnaires inaptes et qui, quoi qu'il arrive, quels que soient les changements politiques à la tête du pays, eh bien, c'est eux qui décident en fait de la politique. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.